Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la société, à la culture et à la politique dans la France du 19e siècle. En moins de 60 ans, la France connaît dès 1815 la restauration monarchique plus ou moins libérale, avant de connaître une courte république de 1848 à 52, puis le Second Empire chutant lui-même au profit de la Troisième République en 1870. Mais comment le mode de scrutin illustre-t-il ces changements politiques? Dès 1815, les frères de Louis XVI, Louis XVIII puis Charles X montent sur le trône. Toutefois, c'est une monarchie constitutionnelle où leurs pouvoirs sont limités par une constitution. Désormais, les hommes les plus riches, payant plus de 300 francs d'impôts, peuvent élire leurs députés. C'est ce que montre cette carte d'électeur attribuée à un notaire payant plus de 700 francs d'impôts. Mais en 1830, Charles X, favorable au retour de la monarchie absolue, est renversé par une révolution. Le nouveau roi Louis-Philippe semble plus libéral. Désormais, le cens, impôt qui conditionne le vote, est rabaissé à 200 francs et les électeurs choisissent les conseils départementaux et municipaux. Finalement, Louis-Philippe va également abdiquer lors de la Révolution de 1848 au profit de la Seconde République, qui va alors attribuer les sièges parlementaires. Le nouveau régime instaure le suffrage universel masculin. Il y a donc plus de conditions de richesse. De plus, les électeurs élisent désormais le président de la République. Ce sera le petit prince Bonaparte, Louis-Napoléon, neveu de Napoléon Ier. Pour rester au pouvoir, il devient empereur en 1852 sous le nom de Napoléon III. Il légitime son régime en utilisant le plébiscite, c'est-à-dire qu'il demande directement aux électeurs de répondre oui ou non à une proposition. De plus, les élections sont contrôlées grâce aux candidats officiels favorisés par le gouvernement. Mais qui vote pour choisir la couleur de la chambre parlementaire? Comme sous la Seconde République, tous les hommes de plus de 21 ans peuvent, en théorie, choisir leurs députés. Et l'Empire s'effondre en 1870 avec la défaite de Napoléon III à Sedan. La Troisième République commence alors avec la perte de l'Alsace et de la Moselle. Paris, qui veut continuer le combat, va se soulever en 1871. C'est la Commune. Les communards qui brûlent des bâtiments officiels sont alors violemment réprimés lors de la semaine sanglante. La même année, les élections parlementaires donnent la majorité aux monarchistes. Comment la République peut-elle alors, dans ce contexte, s'enraciner? Les républicains arrivés au pouvoir en 1879 enracinent le régime avec des symboles comme le drapeau et Marianne. Ces symboles sont diffusés dans une école désormais gratuite, obligatoire et laïque. Mais cette république est contestée, notamment par les courants antiparlementaires tels les anarchistes qui ont fait exploser une bombe dans le Parlement. Mais la principale crise éclate en 1894. C'est l'affaire Dreyfus, du nom d'un capitaine juif accusé d'espionnage pour le compte de l'Allemagne. Malgré les preuves de son innocence, il doit renoncer à tous ses grades militaires. L'affaire divise jusqu'au sein même des familles. D'un côté, les anti-Dreyfusards, partisans de la culpabilité et souvent antisémites et nationalistes, et de l'autre, les Dreyfusards humanistes et républicains. Enfin, les républicains combattent aussi l'influence de l'Église catholique, jusqu'à la séparation de l'État et des églises en 1905. La France devient alors une république laïque. Pour conclure, ces bouleversements politiques et culturels du 19e siècle marquent toujours notre société. La République et ses valeurs se sont imposées, même si des contestations nouvelles apparaissent.
created using Powtoon.